Cher Clément, bonjour. Je suis ravi de venir faire cette interview sur ta chaîne SpicePeak. Bonjour à tous les abonnés de la chaîne de Clément, donc de Clem, de la chaîne SpicePeak. Bonjour à vous tous les abonnés de la chaîne SpicePeak. Moi, mon prénom c'est Frédéric, mon nom de famille c'est Bertoni. Mon pseudo c'est sur YouTube c'est Fred l'astronome parce que j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Fred l'astronome. Petite chaîne sans prétention. La seule prétention qu'il y a c'est que je suis là pour partager ma passion, la passion de l'astronomie. Et j'ai 43 ans. Alors la passion d'astronomie, comment elle m'est venue? Elle m'est venue, j'étais vraiment petit. Je devais avoir vraiment les tout débuts où j'ai commencé à lever les yeux au ciel. Pas pratiquer l'astronomie, mais vraiment à lever les yeux au ciel et à commencer à poser des questions aux grands. Je pense que je devais avoir à peu près 6 ans. Et vraiment, quand j'ai vraiment commencé à pratiquer, c'est-à-dire à avoir un télescope, à m'initier à l'observation, j'avais 8 ans. Comment ça m'est venu? Parce que voir toutes ces étoiles briller dans le ciel, toutes ces choses briller dans le ciel, ça m'a attiré. Ça m'a attiré. Je veux pas dire que je me suis posé des questions existentielles dès le départ, mais ça m'a énormément attiré. Ça m'a énormément, ça m'a ébloui, on va dire. Je me suis posé quand même beaucoup de questions, mais pas les questions existentielles. Je me suis posé des questions genre comment ça tient là-haut. C'est les premières questions, je pense qu'on se pose tous. Comment ça se fait que c'est là-haut? Ça ne nous tombe pas sur le coin de la gueule. Ouais, et puis j'ai posé beaucoup de questions à mon père, à des gens de la famille. Pourquoi c'est là-haut? Qu'est-ce que ça fait là-haut? Alors j'ai eu des réponses plus ou moins machin. Finalement, ces réponses, elles m'ont dit, ça te satisfait pas ces réponses. Parce que ça n'expliquait pas les choses. Donc, je me suis dit, à peu près vers l'âge de 8 ans, j'ai dit, je veux comprendre maintenant. Je veux comprendre ce que je vois là-haut. Je veux comprendre ce que je vois là-haut. C'est pour ça que j'en suis arrivé à me dire, il faut que je m'initie à l'astronomie. Et pour me faire initier à l'astronomie, j'ai pas été dans un club dès le départ. J'ai eu un mentor, ce qu'on appelle un mentor en astronomie. C'est un homme qui a un certain âge, qui pratique l'astronomie depuis longtemps, l'observation, et qui va t'initier et qui va vous initier à l'astronomie, à l'utilisation de lunettes, de télescopes, que ce soit monture azimutale, équatoriale ou même monture Dobson, qui vous initie à l'utilisation du matériel d'astronomie et qui vous initie à comment bien observer. Et c'est ça, moi, qui m'a amené à la passion que j'ai depuis l'âge de 8 ans. Donc on va dire que ça fait 35 ans à peu près. J'ai 43 ans, oui, si on fait le calcul, ça fait 35 ans que j'ai cette vraie passion qui me coule dans les veines et que je peux pas expliquer autrement que par... c'est un truc de dingue. Je vis avec, je mange avec, je dors avec, je suis tout le temps dedans, à fond, tout le temps. Voilà. Alors, le matériel principal que j'utilise, c'est un télescope d'une marque Celestron. C'est un CPC 800, donc c'est un Schmidt Cassegrain. Alors Schmidt parce qu'il y a une lame de Schmidt et Cassegrain parce que c'est la formule optique Cassegrain. Donc avec le renvoi de l'image à l'arrière, pour simplifier, je simplifie. Le renvoi de l'image arrière, c'est-à-dire vous avez un miroir primaire qui est à l'arrière du tube optique, le miroir secondaire qui se trouve sur la lame de Schmidt, mais je vous mettrai quelques images, j'intégrerai quelques images pour aider un peu Clem pour le montage. Vous avez l'image qui est captée par le miroir primaire, renvoyée sur le miroir secondaire, qui le miroir secondaire renvoie à l'arrière. C'est pour ça qu'on appelle ça un casse-grain, et puis c'est surtout parce que sur le miroir primaire, il y a un trou, c'est passé l'image donc renvoyée du miroir secondaire, et il y a un tube. Donc c'est un Schmidt Cassegrain. Donc c'est un 203 mm de diamètre. Alors ça c'est le diamètre de l'ouverture libre. Si on prend l'ouverture du diamètre du miroir primaire, excusez-moi, c'est 200 mm. Donc voilà, miroir primaire il fait 200 mm.
L'ouverture libre, c'est 203 mm. Donc c'est l'ouverture, en fait, c'est la taille de la lame de Schmitt. Hein. Et de 2032 de focale. Voilà. Donc on dit 2032 de focale, mais si on prend la vraie focale, la vraie longueur focale, c'est 2030. Voilà. Donc c'est le matériel principal que j'utilise. Alors c'est sur une monture azimutale. Je pense qu'en 2020, il y aura une table équatoriale qui va compléter la monture azimutale. Et autrement, j'ai le même en Schmitt casse-grain, toujours pareil. C'est un 150 mm par 1500 mm de focale que j'utilise de temps en temps quand j'ai vraiment pas le goût de sortir le gros. C'est ça le matériel que j'utilise. Autrement, les oculaires, la liste d'oculaires, voilà, de chez Célestron, qui est assez complet. Et puis pour faire un peu d'imagerie, j'utilise pas les caméras, mais j'en ai. Mais j'utilise surtout un Sony Alpha 7S pour faire l'imagerie. C'est ça à peu près le matériel que j'utilise. Et puis bien sûr, tout ce qui est les logiciels sur tablette et smartphone pour aider à l'observation et quoi observer. Voilà le matériel que j'utilise principalement. Des filtres. Alors les filtres ils sont dans la mallette. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du matériel, principal que j'utilise. Hein. Alors, combien de temps il me faut pour installer mon matériel pour observer? Alors, si c'est vraiment que pour observer, donc le télescope principal, donc le 200 mm, on va dire qu'il me faut, alors tout dépend où, si c'est un terrain que je connais, il va pas me falloir plus d'un quart d'heure, et je compte avec la mise en station et tout, et le pointage du télescope, donc le pointage du télescope, c'est-à-dire on pointe 3 étoiles, c'est-à-dire qu'on fait un alignement du télescope pour avoir un suivi impeccable. Un quart d'heure, grosso modo. Si c'est un terrain que je connais bien, et puis suivant la forme que j'ai, ça peut être d'un quart d'heure à 20 minutes. Et si vraiment c'est un terrain que je connais pas et que je suis pas en forme, ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Mais autrement, oui, on va dire, allez, on va faire une moyenne, on va dire 20 minutes, normalement c'est installé. Alors, quel matériel rêves-tu d'avoir? Je vais faire 2 réponses en une, pour être honnête. Si je dois compter sur les finances que j'ai actuellement, j'aimerais bien un autre Schmitt casse-grain comme celui-là, là, en 200 mm, pas plus gros, sur une monture au cul. Si je devais compter sur les moyens financiers actuels que j'ai. Si j'ai des moyens, disons des moyens de millionnaire, n'allons pas jusqu'à milliardaire, mais si j'avais des moyens de millionnaire, je pense que déjà dans un premier temps, je me trouverais un terrain qui soit à un endroit vraiment très très loin de toute pollution lumineuse déjà. Oui, déjà dans un endroit très très loin de toute pollution lumineuse, avec peut-être un ciel très peu atteint par le seeing, c'est-à-dire un peu en hauteur pour qu'il y ait le moins de la couche atmosphérique soit moins épaisse. Parce que plus vous allez haut, moins il y a d'atmosphère, donc moins il y a de problèmes avec l'atmosphère. Donc les petits problèmes, l'étoile qui bouge, la planète qui est pas très jolie dans votre oculaire, parce que ça tremble, parce qu'il y a l'air qui s'agite, parce que j'explique simplement, je rentre pas dans les détails. Mais voilà, donc un mauvais seeing, pour utiliser un terme technique, un mauvais seeing, ça veut dire une mauvaise atmosphère qui est trop agitée, il y a des vents, il y a de l'humidité, il y a de la poussière, et voilà. Donc dans un endroit qui est pas trop de pollution de tout ça. Et oui, je ferai une belle maison. Et avec cette belle maison, je me ferai un beau matos de rêve, c'est-à-dire un observatoire complet, aussi bien nocturne que diurne. Donc nocturne, un gros télescope, le diamètre maximum que je pourrais me payer, avec bien sûr autour des lunettes astronomiques, genre marque Takahashi, une 152 mm de Takahashi, voilà, et avec tout ce qu'il faut, quoi. Grosse caméra de dingue, peut-être même me faire construire par quelqu'un une chambre de Schmitt, même un gros truc, une grosse chambre de Schmitt, je sais pas, genre une chambre de Schmitt de 1 mètre de diamètre, vous imaginez un truc de dingue. Voilà, sous une coupole bien sûr, tout automatisé bien évidemment. Et pour le jour, pour observer le soleil complet quoi. Un truc complet quoi. Coronado de chez Meade, des lunettes, comment on appelle ça là, je m'en rappelle plus. Enfin, je vous mettrai des images.
Ouais, un matériel de dingue, quoi. Un truc, disons, ouais, je dépenserais plusieurs millions là-dedans si je pouvais le faire. Ouais, en tout automatisé. Alors, tout automatisé, c'est-à-dire une salle de contrôle et vous contrôlez tout votre matériel dans des coupoles sur votre terrain, tout à distance et peut-être même, alors là, par contre, il faudrait que je prenne des cours, mais même peut-être même m'installer un radiotélescope chez moi. Ils en vendent pour les amateurs, je vous mettrai une image. Ils en vendent, par contre ça vaut très très cher. Le moins cher, je crois que juste l'antenne, juste la parabole avec le mât, je crois que c'est 35 000 € le moins cher. Voilà, donc sans compter le matos qui va avec autour. Ça c'est mon matériel de rêve, c'est-à-dire avoir un truc complet. Optique, aussi bien pour la nuit que pour le jour, et radio pour tout le reste des ondes radio. Voilà, ça c'est un truc, ouais. Mais par contre là, oui, il faudrait que j'ai aussi une équipe avec moi pour pouvoir utiliser tout ça. Parce que je sais utiliser beaucoup de matériel en astronomie. Par contre, le niveau de la radioastronomie, non. Là, par contre, je suis complètement non initié. Donc oui, avoir une équipe qui pourrait m'aider à m'initier à ça. Ce serait mon rêve, ça. Ouais, m'initier aussi à la radioastronomie serait mon rêve. Cette question, elle est un peu difficile à répondre parce qu'en fait, normalement, je ne dois pas le dire. Parce que j'ai signé un pacte avec certains observateurs de la Loire qui veulent garder le lieu un peu secret. Mais en fait, c'est mon site préféré pour observer. Et quand je peux y aller, c'est-à-dire que je ne suis pas fatigué pour y aller parce que c'est quand même assez loin. C'est à peu près une quarantaine de bornes d'ici. À peu près 40 bornes. Hein. Faut compter à peu près 40 bornes. Même 45. Parce qu'il y a quand même quelques kilomètres qu'il faut faire en plus. Et je vais pas dire où c'est exactement, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est mon endroit préféré. Que vous y allez de jour ou de nuit, vous levez les yeux au ciel, vous avez l'impression de pouvoir toucher le ciel. Tellement que c'est magnifique. C'est un endroit, c'est magnifique, je vous jure, c'est une beauté. Et c'est là dans la Loire en plus, c'est un endroit qui est vraiment magnifique. C'est un endroit insoupçonné dans la Loire. On pourrait croire que dans la Loire, on n'a pas de jolis endroits pour observer. Et ben là, c'est un endroit qui est hyper magnifique. En plus, mais alors, aucune pollution lumineuse. Aux environs, c'est un ciel qui est noir. Je crois que l'ANPCN, je vous mettrai le nom là en incrusté, je vous mettrai le nom de l'association, l'a mis 19 sur 20. Pour vous dire, oui, ils y ont été un jour pour mesurer l'impact de pollution lumineuse et ils ont dit qu'il y avait donc le ciel est noté 19 sur 20, c'est-à-dire 19 sur 20, c'est pratiquement le ciel que vous avez dans un désert, à des kilomètres, c'est-à-dire vous êtes à 200 km de toute pollution lumineuse, et ben vous avez un ciel qui est noté 20 sur 20, et ben là 19 sur 20. Vous imaginez? Et c'est un endroit qui est magique, vraiment c'est magique. On se croirait plus être en France, on ne se croirait plus être dans la Loire ni en France. Le pays, on se croirait dans un pays totalement imaginaire, dans un autre monde tellement que c'est magique. C'est vraiment un endroit magique, je vous jure. J'ai découvert cet endroit, j'étais pas très grand, je crois que j'avais à peu près 10 ans. C'est un groupe d'astronomes qui m'a amené là-haut. Avec mon tout petit télescope, un 70, je crois que c'est un peu un 70-900 que j'avais à l'époque, une petite lunette 70-900. Et je suis arrivé là-haut, mais je vous jure que depuis l'âge de 10 ans que j'ai repéré la route pour y aller, j'ai repéré le chemin pour y aller. Et c'est un endroit magique. Et si un jour je peux amener des amis astronomes qui viennent chez moi à la rencontre de chez moi, ici chez moi dans la Loire, qui viennent à ma rencontre, si un jour je peux les amener là-haut, je les amènerai là-haut. Par contre, je leur demanderai de pas dire où c'est, de pas prendre de photos de la route où on y va et de pas communiquer le point GPS de là-haut, parce que c'est vraiment un endroit, c'est vraiment, il y a très peu de gens qui y vont, c'est très préservé de la pollution humaine et c'est magnifique. Voilà, les seuls vraiment, les gens qui y vont là-haut, à part nous les astronomes amateurs, c'est des promeneurs qui connaissent le coin, des gens qui habitent pas très loin, et des éleveurs de moutons. Voilà, vous pouvez rencontrer des moutons. Le plus que vous pouvez rencontrer en être vivant là-haut, c'est des moutons. Mais c'est vraiment un endroit magnifique. Sébastien Marion, s'il voit cette vidéo, il sait de quoi je parle. Il connaît l'endroit, j'en suis sûr. Quels sont tes rêves dans le domaine de l'astronomie? J'en ai plein.
C'est ça le problème, des rêves dans le domaine de l'astronomie, j'en ai plein. Si c'est des rêves personnels, découvrir une comète, pourquoi pas. Découvrir une exoplanète, non, parce que j'ai pas le matos qu'il faut. Puis je pense pas qu'il y ait beaucoup de... Enfin si, il y a quelques astronomes amateurs qui peuvent se payer ce genre de matériel, donc il faut du gros matériel. Mais moi non, et puis il faut surtout des interféromètres et de la photométrie, il faut surtout du matériel en photométrie aussi. Donc ça c'est du matériel très cher, donc pas les moyens pour le moment. À part si j'y gagne un gros euro million. Et encore même avec la grosse cagnotte de 190 millions, je suis pas sûr de pouvoir me le payer. Enfin bon, si peut-être, mais c'est cher, c'est très cher ce matos. Non, ouais, j'irai découvrir une comète, pourquoi pas, mais là il y en a beaucoup qui sont dessus, hein, il y a beaucoup de chasseurs de comètes. Donc ça va être difficile un jour d'apposer mon nom sur une comète, mais encore, je sais pas si j'aurai la prétention de poser mon nom sur une comète. Non, je sais pas. Si, réintégrer une équipe professionnelle. J'ai déjà fait. Alors c'était pour Juno. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. C'était pour Juno. Alors attention, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait juste à mon petit niveau, avec du matériel qu'on nous avait prêté parce qu'on était plusieurs amateurs. Il y en avait 3 de la Loire, il y en avait un de la Haute-Loire, si je me rappelle bien, je crois qu'il était de la Haute-Loire. Il y en avait un autre de l'Ain et il y en avait un autre de Paris qui était venu d'ailleurs avec le professionnel. Il nous avait demandé si on pouvait, parce que comme on avait du temps à perdre, et oui, les amateurs aussi, on a beaucoup de temps à perdre par rapport aux professionnels. Si on pouvait, avec le matériel qu'on nous avait prêté, donc du gros télescope, alors c'est du MID, hein, on nous avait prêté du MID, donc on avait un gros MID, c'était un 20 pouces, et c'était de faire, un maximum d'images de Jupiter. On devait faire des images de Jupiter à des heures imposées, donc des jours, des nuits imposées, des heures imposées. Donc on avait les dates, on avait un cahier des charges, la date, le jour, l'heure précise, de faire un maximum d'images, alors en photo, vidéo, donc avec des caméras, donc des ordinateurs, tout ça. Et moi j'étais là en tant que, surtout, alors de temps en temps j'étais sur le matos en train d'enregistrer, donc je cliquais sur enregistrer, les réglages ils étaient faits, donc on avait tout un cahier des charges pour les réglages aussi, donc on rentrait les réglages qu'il fallait faire, paf, dès que les réglages ils étaient rentrés dans l'ordinateur, donc dans le logiciel qui contrôlait les caméras, hop, on cliquait sur entrée pour enregistrer, donc ça enregistrait, ou avec le pad on cliquait sur enregistrer, donc on enregistrait et il fallait qu'on reste, bon, je vais dire le mot, comme des cons devant l'ordinateur, à attendre que ça finisse l'enregistrement, parce qu'il y avait un temps imposé, donc il y avait un chronomètre, tout personne. Donc c'était fastidieux et pas très intéressant pour un astronome qui veut faire de l'observation, parce que là, vous faites pas de l'observation, c'est la caméra qui observe à votre place. Mais ça m'avait beaucoup intéressé parce que j'avais appris pas mal de choses et surtout ça permettait de pouvoir communiquer avec les autres astronomes amateurs qui avaient plus ou moins d'expérience que moi. Là c'était plus parce qu'il y avait trois astronomes amateurs qui avaient plus d'expérience que moi. Donc ça m'a permis de discuter avec eux sur des trucs, sur des questions que je me posais, sur des façons d'observer certaines choses. Donc c'est vrai que ça m'a aussi appris beaucoup de choses en plus. Donc réintégrer une équipe de professionnels. Alors, on n'intègre pas une équipe de professionnels, attention. On travaille pour eux. On n'intègre pas. Eux, ils viennent nous voir, ils nous disent, voilà, vous avez un cahier des charges, voilà ce que vous devez faire, et vous le faites. Point barre. Et nous, on le fait, et après, on leur envoie les images à une adresse mail qui nous disent, ou par clé USB. On mettait tout sur des clés USB. Là, c'était tout des clés USB. Il fallait envoyer une adresse par un truc postal, machin, et puis voilà. Donc voilà, mon rêve, ce serait de refaire ça, parce que ça permet de rencontrer d'autres astronomes de d'autres régions, qui n'ont pas forcément le même matos que vous, et qui ont peut-être pas les mêmes façons de travailler que vous, ou de faire de l'observation que vous. Et donc voilà, ça m'intéresserait de refaire un truc comme ça. Bon, pour le moment, ma santé me le permettrait pas, mais si je pouvais le faire, je le referais. Qu'est-ce que j'aime dans l'astronomie? Ça, c'est une sacrée question. Il y a pas un truc que j'aime pas dans l'astronomie. Il y a des trucs que j'aime pas, mais les trucs que j'aime pas, j'en parle pas trop. Mais bon, je vais faire juste une toute petite parenthèse. Ce que j'aime pas dans l'astronomie, c'est les donneurs de leçons qui pensent tout savoir et qui croient tout savoir. Tu as beau avoir des années d'expérience, tu as beau
avoir bouquiné énormément de bouquins, visionné énormément de vidéos scientifiques sérieuses, et même avoir parlé avec d'autres astronomes amateurs ou même parfois avec des astronomes professionnels, tu ne sais pas tout. Donc ce que j'aime pas dans l'astronomie, c'est les donneurs de leçons et ces gens-là qui pensent, qui croient tout savoir et qui veulent jouer les professeurs. Voilà, et ça j'aime pas. Un astronome professionnel peut se permettre de jouer les professeurs avec toi parce qu'il a les outils pour, et il a la formation pour, alors qu'un amateur, non. Un amateur, c'est un amateur et ça restera un amateur. Même si tu as 50 ans d'années de pratique d'astronomie, tu es un amateur, tu restes un amateur et reste à ta place. Après, je dis pas qu'on n'apprend pas des choses, on apprend des choses. Et c'est ça que j'aime dans l'astronomie, c'est que tous les jours, on apprend quelque chose. Tous les jours. Moi, il n'y a pas un jour où j'ai pas appris un truc. Il n'y a pas un jour où j'ai dit, ouais, ça, je le savais déjà. Non, c'est pas possible. Tu sais des choses, parce que tu les retiens, parce que ça t'intéresse. Mais l'astronomie, c'est ça. Et c'est surtout un truc. Je pense que ça va te plaire. Et ça va plaire à la réponse à tout le monde. C'est que, imaginez-vous l'immensité de l'univers. L'immensité de l'univers. Comme je dis souvent dans mes vidéos, quand je parle de ça, on a la connaissance de 1% de l'univers. On connaît que 1% de l'univers. Quand on vous dit, on sait qu'on connaît 5% de la matière de l'univers et il y a un certain pourcentage d'énergie noire et un certain pourcentage de matière noire. Ces 5% de l'univers, en fait, en réalité, et les restes en matière noire et en énergie sombre ou en énergie noire, c'est à peine 1% en fait de l'univers. Parce que l'univers, c'est tellement immense, il y a tellement de choses à connaître. On ne sait pas exactement combien il y a d'étoiles dans notre galaxie. Vous voyez, la dernière fois, il y a 40 ans en arrière, on disait il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie. Aujourd'hui, on dit il y a 250 milliards d'étoiles dans la galaxie. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu dire qu'il y avait 300 milliards d'étoiles dans la galaxie. On disait que la galaxie faisait 100 000 années-lumière. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris que la galaxie, en fait, elle ne fait pas 100 000 années-lumière, mais fait 500 000 années-lumière. Vous imaginez? Donc, on apprend tout le temps. Et c'est ça que j'aime dans l'astronomie. C'est ça qui me fait que je suis passionné de l'astronomie. Parce que ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours une équipe de scientifiques qui a trouvé quelque chose de nouveau. Tout le temps. Il y a tout le temps un truc nouveau. Là, les exoplanètes, on en trouve des pléthores. On commence à se poser la question, y a-t-il de la vie sur ces exoplanètes? Peut-être qu'un jour, on dira oui. On est sûr et certain qu'il y a de la vie sur ces exoplanètes. Pour le moment, on peut juste dire, oui, il y a potentiellement de la vie sur ces planètes, parce que vu le nombre statistique de planètes qu'il y a, c'est peu probable qu'il n'y ait pas une présence de vie. Quelle est cette présence de vie? On ne sait pas, mais c'est ça que j'adore dans l'astronomie. C'est qu'on peut toujours, tout le temps, se poser des questions. Il n'y a jamais d'acquis et, il n'y a pas une pensée unique dans l'astronomie. C'est pas sectaire, c'est pas communautaire l'astronomie. C'est ouvert à tout le monde. Tu n'es pas astronome amateur, tu t'intéresses à l'astronomie, eh ben viens avec nous, viens, ouvre-toi à l'astronomie. Tu verras, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Il suffit simplement de s'y intéresser, d'être patient, de passer du temps dessus et tu auras des connaissances en astronomie. Par contre, le problème c'est qu'il faut passer du temps. On n'a pas rien sans rien. Il faut bosser, il faut lire, il faut cogiter. Voilà, c'est ça qui me plaît dans l'astronomie, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et il y aura toujours quelque chose à apprendre. C'est jamais fini. Tant qu'on n'aura pas répondu à la question d'où vient l'univers, eh ben on se la posera tout le temps. Voilà, et c'est ça que j'adore. Mon astre préféré. Mon astre préféré. Je vais faire une réponse originale. L'univers. L'univers. Pourquoi? Parce que l'univers tout entier est un astre. Il y en a qui vont pas comprendre la réponse. En fait, l'univers tout entier est rempli de matière. Tout l'univers m'intéresse. Et j'aime tout l'univers. J'aime les trous noirs, j'aime les étoiles, j'aime les galaxies, j'aime les nébuleuses. Après, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour un astre, on va dire, qui embête un petit peu les astrophotographes, c'est la Lune. Parce que la Lune, elle est là depuis des milliards d'années. Elle nous accompagne, elle nous tourne autour, elle nous montre toujours le même visage. Enfin, elle nous montre toujours le même visage pour ceux qui ne l'observent pas. Mais si vous l'observez bien, vous verrez qu'elle ne nous montre pas toujours les mêmes visages de nuit en nuit. Et même dans une même nuit,
ça change. Donc je dirais, ouais, l'univers en général, mais la Lune, quand même, pas la Lune. Et bon, allez, je vais faire un peu moins original, mais oui, c'est vrai que les deux petites géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, ouais, ça reste quand même mes préférés. Ouais. Mais ouais, l'univers en général, c'est un astre, l'univers. Faut le voir comme ça. Faut le voir comme quelque chose de grand et de rempli de matière. Bah, même s'il y a des endroits, le vide le plus vide n'est pas vide, en fait. Je sais plus si c'est pas Étienne Klein qui l'avait dit ça un jour. Même l'endroit le plus vide n'est pas vide. Bah, c'est tout simple. C'est simple à comprendre. C'est-à-dire que même l'endroit où on croit qu'il y a du vide, il n'y en a pas. Bah, il y a toujours quelque chose. Mon meilleur souvenir en astronomie, c'est simple. C'est lorsque j'ai fait un voyage en Australie. J'étais dans le bush australien. J'étais près de cette fameuse montagne rouge, je ne me rappelle plus le nom, et j'ai rencontré donc des astronomes amateurs là-bas, australiens, et dont un, je suis désolé de le dire, mais qui est un aborigène australien, hein, donc un vrai habitant d'Australie, hein, et cet homme m'a énormément marqué, parce que déjà il parlait sa langue natale, je sais plus comment ça s'appelle, sa langue natale, du bush australien là-bas, hein. Donc il parlait aussi l'anglais, parce que ça parle en anglais en Australie, mais il m'a énormément étonné quand il a vu que j'étais avec un ami qui traduisait tout pour moi et que je parlais en français. Il est venu me serrer la main, il m'a dit bonjour, moi aussi je sais parler français. Ah, il m'a étonné, il me dit tu sais très bien parler français. Je dis oui, c'est normal, je suis né en France. Et là, il me dit, un Français qui vient en Australie. Je dis, oui, je suis venu visiter l'Australie et je suis venu surtout voir les étoiles australiennes. J'ai dit ça comme ça, hein, parce que bon, les étoiles que vous voyez dans l'hémisphère sud, hein, c'est toutes les mêmes que vous voyez dans l'hémisphère sud, hein, que vous les voyez en Australie ou en Afrique du Sud, c'est toutes les mêmes. Hein. Il me regarde, il me dit, alors t'es venu comme moi, t'es venu voir mes ancêtres. Alors, au-delà de la croyance qu'il a, lui, en plusieurs dieux, parce que les aborigènes australiens ne croient pas en un seul dieu, ils ont pléthore de dieux. En-delà de ça, j'ai trouvé ça tellement poétique, tellement beau, qu'ils se disent que ses ancêtres sont là-haut dans le ciel et qu'ils peuplent le ciel. J'ai trouvé ça beau quand même. Vous voyez, même que moi je suis pas croyant, et depuis très longtemps, j'étais pas grand hein, quand j'y avais été, je crois que j'avais à peu près 15 ans. Je vois que j'avais 15 ans. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement magnifique que cet homme parle déjà ma langue, qu'il fasse l'effort de parler dans ma langue, et qui en plus me dit, t'es venu voir mes ancêtres. Et quand il m'a dit ça, il avait 2 larmes là, parce qu'il était touché que je vienne voir les étoiles dans son pays. Et le premier soir qu'on est parti observer, il m'a pris par la main, il m'a dit viens, je vais te montrer un endroit où je vais moi pour voir les étoiles. Donc on est parti voir les étoiles. C'était un vieux monsieur, hein, je vous le dis, j'ai pas de nouvelles depuis, il est peut-être mort, le pauvre. Je vais essayer de reprendre contact avec sa famille pour savoir s'il est toujours vivant ou pas. Mais il m'a amené à un endroit comme ça, et puis donc on s'est allongé, comme ça, on a regardé le ciel, et il me dit, à ce moment-là, il me dit, tu te rends compte tous les ancêtres que j'ai là-haut? Et là, je sais pas, j'ai éclaté de rire parce que je l'ai entendu éclater de rire. Et il me dit, tu sais, la vie c'est pas drôle, mais la mort c'est encore plus drôle. J'ai trouvé ça tellement beau ce qu'il m'a dit. Je me suis dit, mais lui c'est mon pote. Il m'a dit la vie est triste, la mort est plus drôle. Oui, parce que pour eux, les ancêtres sont là-haut dans l'univers, donc ils sont libres. Pour lui, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent là-haut. Voilà, un peu moins libres sur Terre. C'est leur croyance, c'est comme ça. Il faut respecter bien sûr leur croyance. Voilà, ça c'est mon plus beau souvenir et c'est la première fois que je le rencontre et c'est exclusivement pour toi, Clem. De toute façon, moi, mes plus beaux souvenirs dans l'astronomie, ça a toujours été une rencontre. Oui, observer le ciel, ça te laisse des souvenirs. Mais pour moi, le plus beau souvenir, c'est les rencontres. C'est toujours les rencontres. Les rencontres avec cet aborigène australien,
là, chez moi avec Sébastien et Julien. Pour moi, c'est ça le plus beau, c'est les rencontres. C'est rencontrer une autre personne qui est passionnée comme toi. Pour moi, c'est ça qui me laisse les plus beaux souvenirs. Alors, quelle sensation ça me procure, excitation, tout ça, ça me procure l'astronomie. Je vais faire une comparaison un peu osée, mais tant pis. Mais vous inquiétez pas, je vais rester soft. Je dirais que c'est presque aussi bien que le sexe. Je dirais presque aussi bien que le sexe. Voilà, c'est la sensation que ça me fait. Oui, je peux regarder 1000 fois les planètes du système solaire. Je peux regarder 1000 fois le ciel profond. Je peux regarder 1000 fois le ciel avec mes yeux nus comme ça. J'ai toujours la même excitation, la même joie. Waouh! Voilà, c'est toujours pareil. Waouh! Que je vois le ciel de chez moi avec la pollution lumineuse qu'il y a, ou que je vois le ciel en m'éloignant de la pollution lumineuse, j'ai toujours cette même sensation, c'est waouh! Et tous les jours, même si je sors pas le matos, tous les soirs, bon, quand il y a des nuages, non, mais quand il n'y a pas de nuages, je suis très fatigué, je vais pas sortir le matériel, mais je vais quand même aller dehors, lever les yeux au ciel, et m'émerveiller devant l'immensité et que le fait que notre planète est toute petite dans cette immensité. C'est ça. Donc voilà, presque aussi bien que le sexe, pas loin du nirvana. Et ouais, c'est pratiquer, vous verrez. Si vous pratiquez pas, pratiquez, vous comprendrez. Observez, vous comprendrez. La première fois que vous observerez la Lune dans des jumelles, rien que dans des jumelles, déjà vous ferez waouh. Au télescope, ou même une petite lunette, une 70-900, un truc pas cher, sur une monture azimutale, vous observez les planètes du système solaire, si vous n'avez jamais encore vu par vous-même les anneaux de Saturne, par vous-même, je vous dis bien par vous-même, la première fois que vous arrivez à pointer Saturne, et la première fois que vous mettez l'œil oculaire et que vous l'avez en plein champ de l'oculaire, avec le bon grossissement, vous allez faire waouh. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Waouh. Voilà, c'est le fameux waouh du SETI qu'ils avaient découvert, soi-disant un signal extraterrestre que la personne qui était jour-là en surveillance avait mis waouh dans la marge de la page. Il avait mis waouh, ben c'est le même waouh. Waouh. Voilà, puis même, à chaque fois, même si on sait comment ça s'est fabriqué, comment ça s'est imbriqué, à chaque fois on est waouh quoi. C'est le deuxième effet qui se coule. Voilà, pour faire un peu de pub au bonbon, et ben c'est un deuxième effet qui se coule. C'est waouh. Voilà, c'est indescriptible comme sensation. Mettez l'œil à l'oculaire, vous comprendrez. Je peux pas vous dire autre chose. Quelle est ma mission spatiale préférée? Aïe, il y en a trop. T'as de ces questions, Clem? Il y en a trop? Ouais, il y en a qui vont dire tu portes le t-shirt de la mission 51 avec Thomas Pesquet. Je dirais qu'en mission humaine qui m'a touché là dans les derniers temps, oui, je dirais celle-ci. Et je dirais en mission d'exploration que j'ai pu vivre. Bon, je vais pas dire minute par minute, mais jour par jour, c'est Galiléo. La mission Galilée. Mission Galiléo, la mission Saturne, l'exploration de Saturne, avec la petite sonde Huygens qui s'est posée sur Titan. Quand j'ai vu les premières images de Titan apparaître sur l'écran de mon ordinateur à la maison, c'était diffusé par la NASA en premier lieu. Ouais, je me suis dit waouh. Je me suis dit mais on a les images d'un autre monde. Vous vous rendez compte quand même? Les images d'un autre monde. D'accord, c'est une lune de Saturne, Titan. Regardez, on a encore accès aux images. Hein. Vous y avez accès sur le site de la NASA, le JPL, sur le site du JPL, sur les sites de l'ESA. Vous avez encore accès aux images. La sonde Galilée. Regardez les images Huygens de la petite sonde Huygens qui s'est posée sur Titan. Je vous promets, pour moi, ouais, c'est la plus. Je pense que c'est en même temps l'exploit d'ingénieurs et d'astronomes et humaines quoi. Je pense que c'est un des plus beaux exploits.
Je mettrais à égalité, si vous me le permettez, je mettrais à égalité quand même Hubble, le télescope Hubble, parce que vous vous rendez compte, là aussi quand même c'est un exploit, même si au départ il était myope, le télescope, qu'il a fallu faire une mission pour aller le réparer. STS, je sais plus quelle c'est la mission, mais Clément il vous la mettra parce qu'il est spécialiste lui de ces missions. Le télescope aussi, vous imaginez un télescope qui tourne là-haut en orbite terrestre, qui fait des images de dingue. Bon, après réparation de sa myopie, mais fait quand même des images de dingue. Donc voilà, et qui sera remplacé par un autre télescope de dingue, le JWST, le James Webb Space Telescope, qui a pris beaucoup de retard, qui coûte très cher. Mais bon, on verra si c'en est valable. Je pense que c'est valable. Mais la mission, c'est la petite sonde Huygens sur Titan, un autre monde où il y a du liquide. Bon, c'est des hydrocarbures, mais quand même. Pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube? Alors j'ai créé cette chaîne YouTube en 2016, mais en fait la chaîne elle a été pensée bien avant 2016, elle a été pensée dès 2011 à peu près. Alors pourquoi je l'ai pas créée avant? Tout simplement parce que avant j'avais énormément d'occupations, j'avais beaucoup de choses à faire, j'étais très occupé dans le domaine de l'astronomie d'ailleurs, et j'avais aussi beaucoup d'occupations familiales et tout ça. D'ailleurs j'en ai encore pas mal ces temps-ci. Mais pourquoi j'ai créé la chaîne après en 2016? Parce que j'ai eu tout d'un coup une perte d'activité dans le domaine de l'astronomie. C'est surtout parce que moi je me suis mis en retraite de tout ce que je faisais avant. Alors, j'en veux à personne puisque c'est moi-même qui ai décidé de me mettre en retrait de tout. Pourquoi je me suis mis en retrait de tout? Parce que je commençais à être vraiment fatigué. Parce que si vous ne le savez pas sur la chaîne SpicePeak, je vous le dis, j'ai un petit problème cardiaque. Enfin, à base, je rentre pas dans les détails. Et je me suis dit, tu arrêtes beaucoup d'activités, mais tu vas pas rester sans rien faire non plus. Et c'est vrai que je voyais toutes ces chaînes YouTube qui faisaient de belles choses, et je me suis dit pourquoi pas moi. Et puis je me suis dit de toute façon tu peux faire qu'une seule chose, c'est partager ta passion. Et en le faisant et en partageant sa passion et en étant sincère, je me suis dit tu vas peut-être te créer une communauté. Je m'en suis créé une. Elle n'est pas immense, mais je préfère qu'elle soit pas immense, mais qu'elle soit une bonne communauté. Et là, je vais le dire, depuis ces derniers temps, j'ai une très bonne communauté. Voilà, j'ai une très bonne communauté. D'ailleurs, Clem, il en fait partie, comme beaucoup d'autres. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire l'interview sur sa chaîne. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. C'est surtout pour partager ma passion. Voilà, rien d'autre. Sans aucune prétention. Vraiment. Et je vous donnerai pas des leçons. Et je ferai pas le professeur. Je partagerai juste mes passions. C'est tout, ma passion, terminé. Point barre. Juste la passion. Alors un projet, si c'est par rapport à la chaîne, j'ai pas vraiment de projet. Je dirais si rencontrer des gens qui sont passionnés comme moi. D'ailleurs j'en ai déjà rencontré deux, donc Sébastien Marion et Julien Taverna. Ça rentre dans les idées prochaines de la chaîne, dans les projets prochains de la chaîne. Partager ma passion, ça je le fais depuis le début, donc c'est pas vraiment un projet. C'est juste, en fait, c'est juste le fil rouge de la chaîne, ça. Le partager ma passion. Projet, non, j'ai pas vraiment de projet. Si vraiment je devais te dire un projet, mais je vais pas trop en parler là. Mais vous le connaissez tous, c'est avec Jordan Poignet, à l'Observatoire des Pléiades. Voilà, à 40 km au-dessus de Toulouse. Et peut-être aller me retirer par là-bas et éventuellement devenir un membre du club, et je commencerai en bas de l'échelle, même en tout bas de l'échelle. Et parce que je veux pas de prétention, machin, et je veux pas que j'arrive là-bas, c'est Fred l'astronome, machin, tatati, tatata. Non, rien du tout. C'est Fred, point barre, astronome amateur, et si je vais là-bas pour, contribuer un petit peu à l'Observatoire des Pléiades, je commencerai en bas de l'échelle. C'est un projet, oui et non. Ce sera peut-être plus la suite de ma vie en tant qu'astronome amateur. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Je peux pas dire l'avenir de ce qui va se faire.
Voilà. Mais le projet, c'est rencontrer un maximum de gens. Alors si au départ, pour le moment que j'ai mes problèmes de santé, ça peut se faire chez moi, bah ça se fera chez moi. Si vraiment un jour il faut vraiment que ma santé, quand elle ira mieux, parce que je pense qu'un jour elle va aller mieux, parce que bon, il y a de plus en plus de progrès au niveau de ma santé, mais ça j'en parle pas trop ici, c'est pas le sujet de la vidéo, donc ça on range dans un tiroir. C'est mes projets, j'en ai pas vraiment en fait. Le projet c'est de partager mes passions, ma passion de l'astronomie, voilà, l'observation en tout. J'ai rien contre les astrophotographes, ils font ce qu'ils ont à faire, hein. Voilà, moi je suis pas en guerre avec personne, d'accord? Mais voilà. J'ai pas vraiment de projet. Voilà. Je pense que le principal projet de la chaîne, c'est partager ma passion. Voilà, c'est tout. De l'observation. Et oui, faire un maximum de vidéos d'observation. Mais vu le ciel ces temps-ci, voilà. Désolé. Je réponds aux interviews en entendant. Alors, quelles sont mes autres passions en dehors de l'astronomie? J'en ai une, c'est la Formule 1. J'adore la Formule 1. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. J'adore la Formule 1. Dès que je peux regarder la Formule 1, je regarde la Formule 1. J'ai une passion pour la technologie, alors Apple surtout, parce que je trouve ça formidable. Voilà, puis ça marche super bien. Oui, j'ai une passion pour la technologie, j'ai une passion pour la Formule 1. Il y en a qui vont dire que c'est pas un sport, mais si, c'est un sport quand même. J'ai une passion pour la vulcanologie. Je l'ai dit à personne, ça encore. Personne ne le sait. J'ai une passion pour tout ce qui est tectonique des plaques, tout ça, la sismologie, tout comme ça. J'ai une passion pour l'Égypte, pour l'égyptologie aussi, les hiéroglyphes, les pharaons, tout ça. Donc une passion de l'histoire de l'Égypte ancienne, voilà. J'ai une passion aussi, mais c'est une passion, bon, ça se voit sur moi, c'est une passion pour la cuisine. Alors c'est parce que j'aime manger bon. Voilà, j'aime pas quand on me cuisine un plat et que c'est dégueulasse. J'ai jamais supporté. Aïe, s'il y a des gens chez qui j'ai été manger, ils voient cette vidéo, ils vont se dire aïe aïe pourvu que c'était bon. Bah oui, parce que ça m'est arrivé d'aller manger chez des gens et bon, par politesse, j'ai mangé ce qu'ils m'ont servi, mais il y en a, c'était dégueulasse. Voilà, donc j'ai une passion pour la cuisine. J'ai aussi une passion pour la lecture, mais par contre la lecture, là on revient sur la passion de l'astronomie parce que je ne lis que des bouquins liés à l'astronomie. Voilà mes passions, mes autres passions, puis la nature, protéger la nature. Ben, je suis pas un vert, hein, je suis pas un écolo, parce que je comprends pas qu'on fasse des communautés. Moi je suis écolo, moi je suis ci, moi je suis là. Non, ça coule dessous. Je suis désolé les gars, nous sommes des astronomes amateurs ou professionnels, mais plus les amateurs sont concernés là-dedans. Nous allons à quelque part pour observer les étoiles. C'est normal que ce quelque part, quand on arrive, on se retrouve pas au milieu d'une poubelle ouverte, quoi, à ciel ouvert, hein. Donc, quand je dis je protège la planète en tant qu'aussi astronome amateur et observateur de la nature et du ciel, quand je vais à quelque part observer, j'amène un sac plastique poubelle et même si c'est pas à moi, j'enfile une paire de gants et je ramasse tout ce que je trouve, même si c'est pas mes déchets à moi. Mais de toute façon, mes déchets à moi, ils filent pas par terre, ils filent dans le sac que j'ai amené. Donc voilà. Donc ça, si ça c'est être écolo, je le suis par la force des choses, mais je me sens pas écolo parce que pour moi, c'est une évidence qu'il faut protéger la planète. Même si un jour on va devoir la quitter. Même si un jour on va devoir la quitter. Voilà, t'as envie de me foutre dans la mouise, toi. T'as vu la question que tu m'as posée, là? Ah je vais y répondre, hein, parce que tu sais que je suis franc, moi, je réponds. Mais enfin, je vais lui dire quand même la question. Quelle chaîne YouTube aimes-tu regarder qui n'a aucun rapport avec l'astronomie? Tu vas vraiment me foutre dans la mouise, toi. Je vais pas pouvoir répondre par une chaîne, parce que ce serait mentir. Mais une chaîne qui a rien à voir avec l'astronomie, enfin deux même qui ont rien à voir avec l'astronomie, c'est Rav Ben TV, qui parle de vidéos, de photos.
Alors, dans le monde Apple, hein, il parle de la photo et de la vidéo, du traitement photo et de la vidéo dans le monde Apple et Sony. Et comme moi, je suis dans le monde Apple et Sony, ça tombe bien. Voilà. Et bon, il était parti de YouTube pendant un petit moment. Et là, il est revenu il y a quelques temps. Mais j'aime bien. Parce qu'en plus, à chaque fois que je lui mets un petit commentaire, il m'appelle copain. Donc, on est copains. Donc, Raph Bentele. Alors, il a un peu plus de 5000 abonnés. Mais c'est pas pour le nombre d'abonnés que je regarde. Hein. Bon, les chaînes, voilà, c'est pas pour le nombre d'abonnés. Et donc là, l'autre chaîne, c'est une chaîne de technologie. Et là non plus, c'est pas par le nombre d'abonnés. C'est pas parce qu'il a plus d'1 million 700 000 abonnés. Il a plus d'1 700 000 abonnés. C'est pas pour ça que je suis abonné à sa chaîne et que j'aime bien. C'est parce que c'est le personnage, c'est la personne. Moi qui m'inspire vraiment confiance déjà quand il me parle de matos, de matériel technologique, j'ai vraiment confiance en ce qu'il me dit parce que je sens vraiment sa sincérité. S'il dit que c'est pourri, bah c'est pourri. Et s'il vous dit que c'est du bon matos, c'est du bon matos. Et même quand c'est du très 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 bon matos, s'il trouve un défaut dedans, il vous le dit. Pour moi, alors je vais vous dire quand même qui c'est Jojol. Voilà, c'est Jojol qui a, oui, un peu plus de 1 700 000 abonnés. Mais c'est pas pour ça que je le suis. Hein. C'est pas pour les 1 700 000 abonnés. Il aurait un abonné, je le suivrai quand même. Parce que le mec me parle, il est franc du collier et j'aime bien ce qu'il fait et il travaille dur pour en arriver là où il en est arrivé. Et voilà, il compte pas, à mon avis, il compte pas ses heures, lui. C'est vrai que maintenant, il est devenu un professionnel, ce que j'appelle un professionnel de YouTube, forcément avec 1 700 000 abonnés, plus même. Donc il a une équipe de tournage, il y a des gens qui lui montrent ses vidéos, de temps en temps il en montre lui. Bon voilà, il a des gens qui l'aident à tourner ses vidéos, mais bon, je pense que tout le monde, si on arrive, même moi, si un jour, dans mes rêves les plus fous, bien évidemment, entre guillemets, dans mes rêves les plus fous, si j'arrivais au même nombre d'abonnés que lui, je pense que je prendrais une équipe avec moi pour m'aider sur certains tournages et pour faire du montage. Voilà. C'est tout. Parce qu'après, quand on a 1 700 000 abonnés, déjà répondre à tous les commentaires, ben, ça va pas être possible parce que le gars, il a une moyenne de 100 000 commentaires. 50, 100 000 hein, parfois. Donc vous imaginez, pas possible. Donc voilà, donc toute une équipe pour travailler avec lui. Mais c'est pas pour ça que je l'aime bien, c'est parce que je vous dis, même le produit le plus perfectionné qu'il a dans la main, s'il trouve un défaut, alors à son regard à lui, hein, de spécialiste de la technologie, s'il trouve un défaut, il va vous le dire. Même si il vous dit, par exemple sur le dernier iPhone, le prix est à je sais pas combien, il va vous dire que c'est cher. Hein. Voilà. Il va vous dire, oui, il est cher. Il va pas vous mentir, il va vous dire c'est trop cher. Mais bon, après, voilà. Mais j'aime bien Jojol. Voilà. J'ai fait des réponses un peu longues, je suis désolé. Hein. Toi, t'as vraiment envie de me foutre dans la mouise, toi, hein? Quelle est ta chaîne YouTube préférée qui a un lien avec l'astronomie? Bon, déjà en plus, bon, là, t'as envie vraiment de me foutre dans la mouise, mais il me met sur objectif ne pas dire SpicePeak car c'est moi qui pose les questions. Je vais te répondre franchement. De chaînes préférées liées à l'astronomie, eh ben, c'est toutes celles que je soutiens. Voilà, ma réponse, elle est peut-être un peu kiki. Y en a peut-être qui vont dire oui, ils se défaussent dans la réponse. Non, non, c'est vrai. Sinon, je les soutiendrai pas. Donc, tu fais partie de mes chaînes préférées. Donc, toi, SpicePeak, donc Clem, Julien Taverna de la Taverna Santé, Jordan de l'Observatoire des Pléiades, donc Jordan Poignet de l'Observatoire des Pléiades, Monsieur Orion Mathieu, Alexandra Ergot, Passion Astronomie, donc Léo. Voilà, mes chaînes préférées en astronomie. Alors, je parle uniquement en astronomie. Hein. Voilà, mes chaînes en astronomie, voilà, passionné de l'astronomie. J'espère que j'ai oublié personne, je réfléchis. Bah, toi, SpicePeak, Clem. Voilà. Je peux pas dire une chaîne préférée. C'est toutes les chaînes que je soutiens qui sont mes chaînes préférées. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce sera ma réponse ferme et définitive et c'est mon dernier mot, Clem. C'est mon dernier mot. Non, mais voilà, non, c'est vrai. Non, la vérité, c'est vrai. Voilà. Alors, je vais quand même rajouter un truc pour être honnête. Celui, quand même, qui m'a mis le plus, alors c'est Passion Astronomie,
j'ai oublié de le dire, Léo, j'ai fait oublier de le dire. Mais c'est vrai que c'est lui cette année, c'est celui qui m'a le plus soufflé. Sur sa première vidéo qu'il a faite sur sa chaîne, c'est celui qui m'a le plus soufflé. Tellement qu'elle est bien faite, bien montée, bien expliquée, tout est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Voilà, pour moi, c'est lui qui... C'est pas mon préféré parmi ceux que je soutiens, parce que j'ai pas de préféré parmi ceux que je soutiens. Ceux que je soutiens, c'est mes préférés. Mais c'est lui qui m'a le plus soufflé, parce que première vidéo, nickel. Moi, vous regardez mes premières vidéos, j'étais nul. Hein. J'étais vraiment nul. Hein. Ah ouais, d'ailleurs, il y en a qui me l'ont dit. Hein. Ils m'ont dit, ah ouais, quand on a vu ta première vidéo et celle de la dernière, il y a du progrès. Bah oui, il y a du progrès, je veux mon neveu. Hein. En 3 ans, si j'avais pas progressé, il aurait fallu que j'arrête YouTube. Hein. Voilà, c'est ma réponse. Bon voilà, je me permets quand même de faire cette dernière petite séquence pour vous dire tous au revoir. Merci de m'avoir regardé sur la chaîne SpicePeak, la chaîne de Clem. Merci de vous être abonné à la chaîne de Clem. Continuez à vous abonner, donc cliquez sur abonnez-vous, hein, et puis la petite cloche là, n'oubliez pas pour les notifications. C'est important pour Clem, mettez-lui un petit pouce bleu comme ça là, en l'air là, pouce. Ah, mettez un pouce, ah, n'hésitez pas à lui mettre un pouce. Et puis ben voilà quoi, c'était juste moi. Sur la chaîne de SpicePeak, j'ai répondu à l'interview. Allez, je vous dis, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Et je vous dis peut-être à bientôt sur la chaîne de SpicePeak. Peut-être, je sais pas. Hein. Autrement, tant pis. Hein. Bon, allez, au revoir. Thank you.